آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder l'apport de l'humour dans le développement du Gabon, précisément de l'Afrique en général. En effet, la manifestation du rire au Gabon est élaborée dans les années coloniales par les missionnaires dans des écoles primaires où sont montées les petites pièces de théâtre. Mais il faut attendre les années 60 pour voir jouer les premiers sketchs de Vincent de Paul Nyonda appelé le soulard. Depuis lors, l'exploitation de cette expression a pris de l'ampleur et s'est considérablement diversifiée. De la troupe théâtrale, on est passé dans les années 70 au one-man show avec des Combel et le grand duo Omar Defunzu et Dibakou. Comme vous le savez, je suis toujours accompagné de mes fidèles invités. Mais aujourd'hui, nous avons un invité spécial. C'est le président des humoristes gabonais. J'ai cité comme ça son Excellence Omar Defunzu Ongengue. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être ici, de venir partager votre expérience et votre vision sur le thème qui nous concerne, l'humour. En face de vous, vous avez le consultant permanent de notre émission, Abdallah Kono. Bonjour. Bonjour, monsieur Ahmed. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. C'est un plaisir d'être sur ce plateau. Avant de revenir vers vous, je vais vous convier ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Voilà, je suis le président Omar Defunzu, donc je suis en visite au Sénégal, une visite de travail où je viens rencontrer mes amis et frères homologues pour pouvoir sceller des coopérations bilatérales entre les deux pays. Vous savez que le Sénégal et le Gabon ont des liens très très forts, mais nous allons les renforcer avec l'humour, avec plusieurs projets. Voilà, l'humour est un vecteur de messages et aujourd'hui on doit se servir de l'humour pour faire passer des messages assez forts. Parce que les gens, à un moment donné, ils sont un peu fatigués des discours conventionnels des autorités, parce que c'est trop carré, c'est trop protocolaire. Or, nous, on regarde la société avec une autre vision des choses. Donc, ce qui fait que ce qu'on dit est toujours plus proche de la population. Et moi, je pense qu'il vaut mieux faire passer les messages en faisant rire qu'en essayant d'être... voilà. 2012, notamment la CAN 2012 qui s'est déroulée. Et c'est là où on a découvert les talents de présentateurs, d'animateurs, de chroniqueurs sportifs. Parce qu'à l'époque, les commentaires, c'était du genre « Eh oui, nous avons donc le ballon qui est avec Germain Mendom qui prend le ballon, qui centre Guy Rosendin pour François Mégas qui remet pour Londo. » Maintenant, là, je suis rentré dans la production, vraiment production. Et donc, je fais un peu le tour de l'Afrique pour voir des jeunes talents, pour faire en sorte que l'Afrique aussi soit une référence en matière d'humour, comme tu le disais en introduction. On n'aura plus besoin d'aller en Europe pour rencontrer des vrais humoristes. En Afrique, il y a de la matière, il y a du potentiel, il y a des talents. Et donc, je crois qu'il est temps pour nous de mettre en place une véritable industrie de l'humour. Il ne faut plus que l'humour, ce soit juste un passe-temps. Il faut que ce soit un métier à part entière. Il faut professionnaliser les gens dans le métier de l'humour. Et moi, à Libreville, je suis en train de créer mon école. Ça va être la première école d'humour en Afrique. Et donc, on va commencer à travailler à partir de l'année académique 2018-2019. Et donc, je pense que le travail qu'on va pouvoir faire va permettre à l'Afrique de pouvoir révéler et encadrer ses propres humoristes. Ouais, Monsieur Omar Defunzu Ongengue, je vous ai vu vous regarder. Il faut dire que c'est lors de votre passage à Dakar, dans les années 2012. 2012, effectivement. Effectivement, voilà. À chaud comme ça, quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est que je réalise que je suis toujours sur les objectifs que je me suis fixés. Je suis en train de tenir à cette promesse, quand bien même il y a 1 an ou 2 ans de plus que ça, mais mieux vaut tard que jamais. Donc c'est un projet qui me tenait à cœur depuis 2010.
de pouvoir mettre en place un cadre qui pourrait assurer la formation aux jeunes. Parce qu'on va remarquer qu'au tournant des années 2010, il y a eu l'éclosion de plusieurs événements humoristiques comme l'émission Éclat de rire que j'avais initiée sur la Nous allons revenir là-dessus. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un plaisir de voir que ce que j'ai dit, en fait, je suis en train de tenir à ma promesse. Donc, c'est un président qui est quand même différent. Monsieur Abdallah Akono. Non, ici l'élément en fait fait ressortir le paradoxe qu'il y a dans la considération même du métier d'artiste selon l'attitude. Généralement, l'artiste est une personne de seconde zone qui est utilisée de façon circonstancielle, alors que l'artiste aujourd'hui doit être capable de vivre de son art. On doit être capable de dire demain que tel était artiste, il a atteint l'âge de la retraite, il bénéficie d'une pension. Donc il faut à un moment donné accompagner l'artiste, former les artistes. Parce qu'il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le bois, le coton, mais on peut également, à travers cet élément, comprendre qu'il y a un autre potentiel culturel qu'on n'a jamais exploité. Les autres en Angleterre, Benny Hill, on a eu également Papa Bonheur qui est devenu très riche, milliardaire, célèbre, parce qu'il faisait rire à la télé. Donc aujourd'hui, ce sont des champs que l'Afrique doit également exploiter. Et d'où l'ambition du président de créer une école. Rassurez-vous, monsieur Akono, nous avons sur ce plateau le président qui va vraiment nous donner tout ce qu'il a déjà engorgé depuis qu'il a commencé. Ça fait plus de 20 ans qu'il a... bientôt 25 ans. Je vais juste renchérir sur ce qu'il disait sur le volet culturel. Si des grandes nations comme les États-Unis, la Chine sont devenues aussi puissantes qu'elles le sont aujourd'hui, elles le nous ont imposé par leur culture. On sait tous dans l'histoire des guerres que les États-Unis n'ont pas gagné suffisamment de guerres. Mais dans les films de Schwarzenegger, de Rambo, on voit un individu qui débarque avec une arme et qui vient décimer toute une population. C'est là la culture qu'ils nous imposent de leur force. Aujourd'hui, lorsqu'on est en face d'un Chinois, on se dit qu'il va nous frapper parce qu'ils nous ont imposé leur film karaté. Et aujourd'hui, dans notre conscience même, on se dit que tous les Chinois font du karaté. Donc nous aussi, on a des valeurs culturelles et si riche, diversifiée qu'elle est, on peut l'exploiter pour pouvoir nous faire entendre autre que par notre pétrole, comme il le disait, que par le coton, que par le manganèse, que par toutes les richesses du sous-sol. Monsieur le Président, quelle est la valeur véhiculée par l'humour? L'humour, après ça dépend de celui qui véhicule le message. Ça va de chaque humoriste. Moi par exemple j'ai mes valeurs à moi, donc chacun a ses valeurs, mais l'humour aborde toutes les valeurs possibles selon la sensibilité, parce qu'il ne faut pas aussi oublier que l'humour c'est quelque chose de... c'est selon les sensibilités. Ce qui peut le faire rire ne va pas forcément vous faire rire. Effectivement. Voilà. Mais, monsieur Akono, alors, est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler le sens étymologique de cette expression ou ce mot, l'humour? Qu'est-ce que l'humour? L'expression humour, c'est un mot anglais. Okay, qui veut dire en français tout simplement humeur. Humeur, justement. Donc l'humeur renvoie aux aspects émotionnels propres ou sentimentaux propres à une personne. Donc nous n'aurons pas la même humeur en fonction des périodes de la journée ou bien des circonstances de la vie. Donc c'est un mot anglais qui a été adopté pour désigner ici un genre littéraire qui permet de mettre en valeur certains aspects insolites, absurdes ou ridicules de la réalité, tout en utilisant quoi la drôlerie. Donc, et l'humour ici n'est pas un fait du monde contemporain. Donc il faut remonter nous allons revenir sur l'aspect historique. Nous allons revenir sur l'aspect historique parce que nous avons beaucoup de questions à poser à notre très cher invité et président. Alors, la question qui me vient, parce qu'il a abordé, et il a essayé de donner quelques éléments de réponse en disant que l'artiste doit vivre de son art. Mais vous, Omar Defounzou, est-ce que vraiment vous vivez de votre art? Je peux être un témoin. Je peux être un témoin vivant de celui qui dit que... Et d'ailleurs, je prône pour l'organisation, la professionnalisation de ce métier. Moi, je ne fais pas un autre métier que ça.
que l'humour. Mais maintenant, je suis arrivé à un point où j'ai compris que pour continuer à vivre de l'humour, il faudrait que je diversifie mes sources d'entrée, mais tout en étant dans l'humour. On va voir par exemple un footballeur qui a une belle carrière et par la suite qui fait des formations pour devenir entraîneur. Il se développe toujours, mais dans son secteur. Et moi aussi, c'est ce que je suis en train de faire. Mais sinon, moi, je ne vis que de ça. Et ça me fait rigoler. Il y a des moments quand on me demande, mais c'est quoi ton métier? J'ai dit, humoriste. Non, ton vrai métier. Mais c'est ça mon vrai métier, s'il vous plaît. C'est ça mon vrai métier. Alors, Monsieur Akono, nous venons d'entendre Monsieur le Président, Omar Defunzo, qui dit qu'il vit de son métier et sa fonction, c'est humoriste. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler comme ça, revenir un peu dans l'aspect historique de ce mot, humour, à quel moment ça a commencé? Est-ce que c'était un aspect contemporain? Bon, ici, il a bien fait de dire qu'il vit de son métier. Et depuis l'Antiquité, on a eu des personnes, des troubadours, qui allaient de village en village, de ville en ville, de cité en cité pour égayer les populations. Donc ici, lorsqu'on parle aujourd'hui de la scène, donc de la drôlerie, nous pouvons remonter à l'Égypte antique. Donc dans l'Égypte antique, vous avez les jeux de mime. Donc c'était des personnes qui faisaient des histoires sans parole et ils égayaient, ils pouvaient égayer la population. Donc, et lorsque nous quittons l'Égypte, nous arrivons dans l'Antiquité grecque. Et là, on rentre dans une autre dimension. Le comique rentre dans une autre dimension avec l'apparition du théâtre de façon formelle, avec des scènes bien définies, avec des costumes, etc. Un cadre bien institutionnalisé et des personnes qui vivaient réellement de cette activité. Donc, comme il a si bien dit, tout dépend maintenant des sensibilités. Certains faisaient rire, d'autres également utilisaient cette expression pour véhiculer certains messages dénoncés. Et ce qui a été également repris par les auteurs de la littérature classique et même des Lumières. Sous Louis XIV, nous avons vu des grands auteurs tels que les Molières qui, dans leur littérature, il y avait déjà une bonne dose d'humour. Le médecin malgré lui, les femmes savantes, etc. C'était des textes à grande dose humoristique. Mais derrière cela, il y avait toujours un aspect de la réalité que les humoristes mettaient toujours en exergue. Et lorsqu'on arrive au monde contemporain, en Europe, avec l'avènement de la télévision, l'humour dans les pays occidentaux devient en quelque sorte un corps de métier, avec des grands humoristes à Hollywood qui vont vivre de ça, qui vont devenir immensement riches. Donc, c'est un métier qui remonte, si on peut le dire, à la nuit des temps. On peut même remonter à l'homme des cavernes et jusqu'à nos jours. Monsieur le Président, est-ce que vraiment ça a été difficile pour vous d'atteindre votre niveau? Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confrontés? Déjà, il faut dire que moi, quand les gens me regardent, ils ont l'image de l'humoriste qui a réussi. Mais je voudrais vous dire que l'humour n'est pas une sinécure. L'humour, c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. C'est le seul métier, dès que vous allez dire que vous le pratiquez, on va vous demander de le prouver. Or, si vous dites que vous êtes menuisier, on ne va pas vous dire si vous prouvez-moi, prenez la scie et tout ça. Donc, on va vous dire, dès que on va dire je suis humoriste, ok, fais-nous rire. Donc, les difficultés sont énormes. Déjà, aujourd'hui, peut-être, il y a plusieurs avantages parce qu'il y a déjà plusieurs modèles de réussite dans ce domaine. Mais lorsque moi, je commençais en 94, ça a été difficile pour moi de faire comprendre à la famille que c'était ça qui me venait du cœur. Parce qu'il n'y avait pas encore des modèles de réussite proprement dit dans ce domaine. Et mes parents voulaient que je fasse des études pour devenir fonctionnaire, pour bénéficier d'une retraite. Mais maintenant, les difficultés ne sont pas seulement dans le cadre familial, mais elles sont à tous les niveaux. Dans le cadre social, quel est le regard que les gens avaient des humoristes à l'époque? On était considérés comme des bouffons, comme des bouche-trous dans des cérémonies. La difficulté aussi, c'était de se faire accepter dans la société, parce que souvent on était rejetés. On avait besoin de nous, comme je le disais, que quand il y avait quelqu'un qui manquait sur la scène. Mais aujourd'hui, quand on regarde la donne, tout a changé. Aujourd'hui, lorsque les gens font des événements, ils pensent d'abord à un humoriste. Donc, les difficultés sont énormes. C'est un métier qui est difficile à faire parce qu'il faut beaucoup de travail derrière. Moi, par exemple, la première difficulté, lorsque j'ai embrassé le métier, c'est mon niveau d'études déjà. Moi, je me suis arrêté en classe de 5e et donc ça a été difficile pour moi de pouvoir envisager une carrière digne de ce nom. Mais après, je me suis dit, l'école, c'est tous les jours.
comment j'ai fait pour résoudre ce problème? J'ai acheté des livres de grammaire, d'orthographe, de conjugaison, parce que je savais que la langue française, c'est celle qui devait me servir pour exercer mon métier. Donc je me suis donné les armes pour pouvoir devenir celui que je suis aujourd'hui. Donc c'est pour revenir encore au fait que pour se développer, il faut s'organiser. Il faut tenir compte de ses faiblesses pour en faire des forces. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire à mon niveau. Monsieur Akono, nous venons d'entendre le président qui vient là de nous faire un peu une partie du chapelet de ces difficultés auxquelles il a été confronté dans son métier d'humoristique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes que vous connaissez, grands humoristes de la planète, qui, au-delà des difficultés, a vraiment, vraiment réussi dans ce bas monde? Non, mais nous avons beaucoup. Prenons un peu le Prince de Bel-Air, Will Smith. En fait, c'est de l'humour. Oui. Il s'est fait connaître à travers le film Le Prince de Bel-Air. C'est ce film-là, bourré d'humour, qui le propulse au sommet de la scène dans le monde du cinéma américain. Vous avez également Bill Cosby qui tournait, que l'on appelait Tout Petit Papa Bonheur, qui a été également, ici, un grand humoriste. Vous avez aussi Benny Hill, qui faisait souvent histoire des petites scènes courtes, sans parole. C'est également une dose d'humour. Donc, un peu partout dans le monde, il y a des humoristes. Vous avez également le célèbre Dieudonné, du Camerounais résident en France, qui avait également, qui a fait dans l'humour, malgré tout ce qui lui est arrivé, lié aux accusations d'antisémites. Donc, beaucoup de personnes ont vécu l'humour. Je pense aussi pour la génération du président, ils avaient certainement des modèles en Afrique centrale. Vous avez le cas de Decombel au Gabon, dont on entendait les noms étant tout petits. Vous avez également au Gabon, qui est en train d'être oublié, Koskoko Abosolo, dans les années 80, que j'ai eu la chance de connaître à Radio 9 AOM, qui a été souvent invité par le président de la République dans les années 80. Vous avez également Marocco. C'était des modèles, des gens qui montraient qu'ils pouvaient vivre. Et si on va au Cameroun à côté, quelqu'un qui a quand même, si on peut le dire, Jean-Michel Cancan, le défunt, qui a fait le tour du monde, qui a montré aux Africains qu'on pouvait vivre avec l'humour. Mais là, juste pour lever un petit équivoque, parce que quand il parle de Will Smith, l'humour et la comédie, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que celui que je considère comme un humoriste, c'est Eddie Murphy. Parce qu'Eddie Murphy, il a fait des spectacles d'humour. Maintenant, je n'ai pas encore fait des recherches sur Will Smith. Will Smith, moi, je l'ai connu aussi, je l'ai découvert comme tout le monde sur sa série Le Prince de Bel-Air. Mais maintenant, ça, c'est un comédien. Il fait de la comédie, il n'est pas forcément humoriste. Donc c'est ça qu'il faut préciser. D'accord. Monsieur le Président, que pensez-vous du fait qu'on n'ait plus des milieux de scène où à l'époque on retrouvait le rire à gogo, mais aujourd'hui l'humour au Gabon est vraiment un peu perdu? Il n'y a pas que l'humour qui rencontre cette difficulté-là. Aujourd'hui, même les artistes chanteurs, conteurs, slameurs n'ont pas d'espace aujourd'hui dans lequel ils peuvent s'exprimer. Et donc, c'est un véritable problème qui est là. On n'a plus de salles de spectacle dignes de ce nom. On n'a plus d'endroits. Et puis, la Covid est venue avec son vent dévastateur, venir condamner, pas de manière à perpétuer l'activité artistique. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, avec la restriction des mesures barrières, la fermeture de tous les endroits, aujourd'hui, certains artistes sont un peu perdus. Et donc, la question aujourd'hui doit être portée vers nos autorités qui doivent nous doter des infrastructures qui vont nous permettre à nous de pouvoir animer la politique culturelle qu'eux, ils auront mis en place, parce que l'État définit la politique culturelle et nous, les acteurs culturels, notre devoir, c'est de pouvoir l'animer. Mais comment allons-nous animer cette politique si nous n'avons pas d'espace d'expression? C'est comme quelqu'un qui a une plantation et puis ne sait pas où aller vendre son produit. Donc nous, notre produit, notre marché, c'est une salle de spectacle. On voit Abidjan aujourd'hui qu'elle est devenue la plaque tournante du showbiz en Afrique, on va dire francophone. C'est parce qu'ils ont les infrastructures qui vont avec. Leur palais de la culture qui a une salle de 300 places, une salle de 450, une salle de 700
une salle de 1500 et une salle de 4000 places et un espace qui peut accueillir 10 000 personnes. Donc automatiquement, ça va créer de l'activité artistique. Et donc aujourd'hui, l'État doit se pencher sur cette question, mais c'est à nous, les acteurs culturels aussi, de pouvoir les aider à nous aider. Mais, Monsieur le Président, vous avez gardé la parole. Il y a une question comme ça. On vous voit, on vous a vu. Il faut dire que je regarde beaucoup je suis votre actualité. On vous a vu sur des plateaux, sur des scènes au Gabon, en Afrique, donc à Abidjan, au Maroc. Vous êtes allé à l'Occident, donc en France. Même en Amérique. Je suis en train d'arriver en passant par le Canada, en Amérique. Justement. Alors aujourd'hui, maintenant, la question, quel est votre investissement pour le Gabon? Justement, mon investissement a commencé depuis que j'ai décidé de prendre l'humour comme métier et j'ai fait mon plan de carrière. Je me suis dit, au bout de 10 ans, voici ce que je dois devenir. À 20 années de carrière, voici ce que je dois devenir et faire. J'ai commencé, l'investissement a commencé personnellement d'abord parce que je voulais entreprendre une carrière internationale. Je ne voulais pas limiter mon talent à notre petit pays. Et donc, j'ai commencé à financer par moi-même mes voyages à l'étranger. En termes de population. Voilà, en termes de population, effectivement. J'ai commencé par financer mes voyages au Cameroun, où pour moi, c'était le pays de référence en matière d'humour de l'époque, parce que moi, j'ai été beaucoup inspiré par Oncle Nsama et par, comme il a cité, Jean-Michel Cancan. Et par la suite, j'ai financé mes voyages dans la majorité des festivals. Quand je cherchais sur Internet, je me rendais compte qu'il y avait un festival à Ouagadougou. Je rentrais en contact avec eux. Ils me disaient, bon, nous, on ne vous connaît pas déjà et puis on n'a pas le budget pour. J'ai dit, moi, il n'y a pas de problème, je peux payer mon billet. J'ai financé et j'allais parce que je comptais sur mon potentiel, sur ma capacité à pouvoir faire un spectacle de qualité. Et comme ça, de fil en aiguille, je me suis créé mon réseau à moi qui sert aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand je me suis retrouvé sur le projet du Parlement du Rire, nous nous sommes retrouvés avec Maman en 2012 à Saint-Louis au Sénégal. Lorsqu'il m'a présenté le projet, j'étais, on va dire que parmi les cobayes qui ont servi de l'émission pilote pour pouvoir le mettre en place. Et lorsque je suis arrivé, je me suis battu pour que je ne sois pas le seul humoriste gabonais à être sur la scène, quand bien même c'était difficile de pouvoir l'imposer parce qu'ils ne connaissaient pas d'autres humoristes mais pour eux qui faisaient un travail de qualité comme le mien. Et moi, je me suis engagé à apporter la formation nécessaire à mes frères pour qu'on puisse aborder ce marché-là, parce que je sais que si on veut parler du Gabon comme un pays d'humour, c'est pas par moi seul. Il faudrait que nous soyons plusieurs sur la scène à pouvoir nous imposer et imposer aux autres aussi notre style d'humour. Et c'est ce qui a été fait avec Manitou. Pas Manitou d'abord, parce que beaucoup ont été réfractaires au fait que j'anime des ateliers. J'ai pris des jeunes qui ne connaissaient rien et lorsque les anciens ont vu les jeunes passer au Parlement du Rire, ils sont revenus me voir. Là, on est tombé d'accord. Et puis, j'ai tout mis en œuvre pour que Manitou aille. Et avec le concours de Digbeu, qui en 2017, lorsqu'il est arrivé ici, on a tout programmé pour qu'il aille au Parlement du Rire. Ensuite, s'en sont suivis Varnet Barnet, qui n'a pas été régulier. Mais sinon, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler pour que on se retrouve à une émission du Parlement du Rire qu'avec des Gabonais. Monsieur Akono, alors, le président vient de nous faire encore là un chapelet de son investissement au sein de notre beau pays, le Gabon. Alors, vous qui êtes, là j'interpelle l'observateur de la scène culturelle, alors, quel est l'impact que vous avez de l'humour au sein de notre pays? Non, déjà l'humour, c'est ce qui amène à bonne humeur. Vous savez, parfois, lorsqu'on rentre, on est stressé, autre, on a besoin de rire. Rire devient important. Rire devient un facteur de bien-être. Et là, l'humour apporte en quelque sorte ce bien-être. C'est une thérapie, psychologiquement parlant. Donc, hormis l'aspect show business, mais dans les ménages, le rire, l'humour, en fait, consolide les liens. C'est un facteur d'unité. La famille peut se regrouper. Nous étions encore gamins lorsque le Rire à Gogo passait à la première chaîne, mais c'était un grand moment familial où tout le monde était regroupé pour regarder. Tout le monde voyait plus ou moins la réalité.
Donc c'était vraiment des moments, on était en colère, on a regardé un sketch du rire à gogo, on a ri avec celui à qui on a gardé là, et bizarrement les relations retombent au beau fixe. Mais ce que j'aurais également voulu dire aussi, lorsqu'on parle du monde du spectacle, ne voyons pas seulement la scène, mais c'est tout un monde, un business qui tourne autour de la scène. Oui. Parce que le public viendra, le public doit être transporté. C'est le taxi de Libreville qui va prendre l'humoriste qui arrive de l'étranger. Il aura déjà fait son chiffre d'affaires parce que Libreville devient une grande plateforme humoristique. Donc, ça, c'est également une grande contribution à l'économie. La femme qui vend ses sandwichs là devant la salle de spectacle, ou le petit qui vend son eau devant la salle de spectacle, ce jour-là, il peut multiplier son chiffre d'affaires par 4, voire même par 5, parce que Libreville est devenue une grande plateforme humoristique. Donc, ne voyons pas seulement l'humoriste et sa troupe, mais il faut également voir tout ce qui peut tourner, tout ce qui gravite autour de cet humour, même jusqu'aux factures d'électricité. C'est déjà une contribution parce que nous sommes devenus une grande plateforme. L'électricité n'est pas gratuite. L'eau qu'on va utiliser pendant cette période-là n'est pas gratuite. Donc, lorsque Libreville deviendra cette grande plateforme-là, mais c'est toute une économie qui va également dépendre du spectacle. Las Vegas, grande plateforme du spectacle aux États-Unis, mais tout autour, vous avez les hôtels, etc. Mais si nous n'accompagnons pas ces artistes-là, là également, nous devons aussi interpeller le peuple gabonais qui doit faire preuve de patriotisme, qui doit à un moment donné, oui, Omar est arrivé, nous allons le soutenir. Pourquoi ne même pas dire, bon, il doit aller au Parlement du Rire, tous les Gabonais, le jour qu'Omar passe, nous devons être branchés sur Canal pour le regarder, pour monter, faire augmenter son audience, savoir qu'il est regardé par tout le peuple gabonais. Voici aujourd'hui les grands enjeux qui tournent autour de l'industrie du théâtre, de l'industrie de l'humour, l'industrie, si on peut le dire, du rire, du spectacle au Gabon. C'est tout un business que nous négligeons. Comme je l'ai dit, il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le coton, mais il y a également d'autres aspects immatériels que nous négligeons. Je vais juste renchérir sur l'importance de l'humour. Si on observe la période de confinement, la résilience avec laquelle les humoristes se sont déployés sur Internet, ça a redonné de l'espoir aux familles parce que, imaginons toute cette période de confinement sans humoristes, sans artistes chanteurs. Mais quand on fait les statistiques, quelles sont les formes artistiques qui ont été les plus présentes sur les réseaux sociaux? On va vous dire que c'est les humoristes de tous les pays, par exemple. Parce que nous sommes impliqués, on a entretenu la population, on a donné la bonne humeur pour oublier un tant soit peu les conditions difficiles que les gens passent, que continuent même de passer les gens dans leur foyer à cause des répercussions négatives de la Covid-19. Maintenant, pour rebondir sur l'aspect économique, mais aujourd'hui, nos autorités doivent comprendre que l'industrie culturelle peut rapporter autant à l'économie nationale que rapporte le pétrole. Ça peut se chiffrer en milliards. Moi, je suis convaincu de ce que je dis. Parce que là, on ne parle que du cadre de l'humour. On connaît un peu ce que rapporte, ce que génère des activités autour d'un spectacle de musique. Il a cité des choses, mais il n'a pas cité, par exemple, les t-shirts. Quand on fait des soirées, on imprime des t-shirts. C'est l'imprimerie qui gagne. On imprime des affiches. On doit faire des montages vidéo pour faire des spots. On doit loger les gens. On doit les nourrir. On doit les divertir. On doit louer la salle. On doit louer la sono, les lumières. Donc c'est autant de personnes qui tournent autour d'un événement que lorsqu'on va comptabiliser tout ça là, si l'État arrive à formaliser ce secteur-là, et de pouvoir donner à l'artiste son statut de l'artiste qui de facto va permettre à l'artiste de contribuer à payant ses impôts, mais l'État n'aura plus à trop crier parce qu'ils auront une autre source de revenus là à laquelle ils ne prêtent pas attention comme le disait le consultant. Et c'est à nous maintenant de prouver que nous pouvons être un apport pour l'État que d'être seulement comme des gens qui viennent solliciter seulement de l'aide d'un côté. Maintenant, pour juste terminer, comme il disait que c'est à la population de soutenir, moi je me dis qu'aujourd'hui, le premier soutien que moi j'ai eu personnellement, c'est la population.
Vous ne pouvez pas imaginer combien les gens me disent mais fois, voilà, on ne te voit plus au Parlement. Donc il y a déjà cette fibre patriotique là qui est née de l'appropriation de nos valeurs à nous. Il n'y a qu'à voir comment dans les petits endroits où on appelle les gens les paparazzis, mais combien de photographes d'autres cieux on voit encore aujourd'hui. Ce sont les jeunes Gabonais qui se sont appropriés ça, ce qui prouve qu'aujourd'hui il y a un esprit. Et aujourd'hui quand on voyait, ils sont là, oh moi je me fais filmer par lui, tout ça. Mais il sait pourquoi il le dit. Il reconnaît en lui son frère. Ce qui était difficile à l'époque. Donc moi je pense que les mentalités ont suffisamment évolué, mais à nous les artistes aussi de montrer aux autorités qu'on est capable de renforcer l'économie du pays. Monsieur le Président, dans l'élément, en 2012, vous avez parlé de la réalisation d'une école humoristique. Oui. Et j'ai eu la chance de mettre pied dans ce milieu, voir un peu comment est-ce que vous êtes en train de travailler avec vos futurs élèves. Alors, quel est aujourd'hui cet investissement que vous avez fait? Comment ça s'est passé? C'est difficile? C'est toujours difficile, mais moi j'ai pour habitude de ne pas pleurer sur mes souffrances parce que je sais que Dieu, lorsqu'il veut vous donner quelque chose, il vous fait endurer certaines épreuves. Pour moi, je considère que Dieu veut que je lui démontre ma capacité à pouvoir réaliser ce projet. Comment ça a été difficile? Parce que j'ai un projet qui, on connaît un peu ce que ça coûte une école. Je vais dire que je la fais avec 0 francs aujourd'hui, mais je la ferai avec 1 milliard de volonté. Mais comment se fait-il que nous savons que lorsque l'on met en place une telle structure, c'est que derrière, il y a quand même le côté financier. Mais vous, vous avez dit c'est gratuit. Oui, c'est gratuit parce que aujourd'hui, ma cible, c'est pas elle qui doit me donner de l'argent. Ma cible, c'est elle qui doit me garantir auprès de mes partenaires ma capacité à pouvoir transmettre ma connaissance. Donc imaginons que je dise que la formation était à 10 000. Je n'aurais pas eu autant d'inscrits à cette école et moi j'aurais échoué dans mon projet. Cependant, moi ma mission, c'est de prouver à ces bailleurs de fonds que moi, je connais ce que je prétends. Parce que même les papiers qu'ils ont eus, c'est des présomptions de connaissances. Aujourd'hui, maintenant, il faut entamer une carrière. Le véritable diplôme, c'est celui qu'on va démontrer au quotidien devant le public. C'est ça le véritable diplôme. Ce n'est pas les attestations qu'ils ont reçues. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait pour arriver là? J'ai commencé à me former dans le management du digital. J'ai commencé à me former dans le management et le marketing. Je me suis formé en montage et réalisation, scénarisation, vidéo, tout ça, etc. Parce que mon projet est plus ambitieux que l'école. Pour moi, l'école, c'est un pan qui va m'amener à réaliser le gros œuvre de mes projets. Et l'école aujourd'hui, quand je dis 0 francs, c'est vraiment 0 francs. Parce que jusqu'à la veille du stage, je n'avais pas de site où animer l'atelier. Je visais un établissement privé et j'ai dû faire le pied de grue pendant 3 jours jusqu'à 23 h et je n'ai pas pu avoir l'autorisation. Et c'est, je crois, vers 23 h qu'une dame m'écrit sur... D'ailleurs, elle m'appelait pendant que je faisais le live et je raccrochais à tout moment. Et je l'ai rappelé. Elle me dit, écoute, j'ai vu que tu fais un spectacle. Je lui dis, non, ce n'est pas un spectacle, c'est un stage que je fais. Elle me dit, bon, si tu as un problème de salle, j'ai une salle. Vraiment, je t'offre ça de manière gracieuse parce que je te connais depuis et je pense que ton projet est ambitieux, il est porteur. Nous sommes allés visiter. Nous nous sommes dit, mais c'est là où il faut comprendre Dieu. Je me battais pour avoir une salle qui me mettait à un niveau et... Or, il avait prévu une salle qui mettrait mon projet à ce niveau. Donc, lorsqu'une porte se ferme ici, c'est que ce n'est pas peut-être la bonne. Ne vous découragez pas. Il y a une autre qui va forcément s'ouvrir. Donc, elle me propose la salle et ensuite, elle commence même par me donner l'eau que les stagiaires vont utiliser, tout ça, etc. Et par la suite, il y a les brasseries qui se rendent compte que tout ça rentre en contact avec moi. Comment on fait? Ils viennent nous livrer de l'eau. Et par la suite, les choses se sont suivies comme ça. Mais si j'avais dit que je mets l'argent en avant, je n'aurais jamais eu tout ça. Pourquoi ces partenaires viennent aujourd'hui vers moi? C'est parce qu'ils voient que, il y a quelque chose qui peut porter des fruits. Et c'est dans la projection du développement. Parce que c'est ce qui intéresse aussi les partenaires. Il y a un futur qui est là. Former la jeunesse, ça veut dire que former la future élite humoristique de demain. Donc c'est un projet aujourd'hui, c'est pas l'argent qui m'importe, c'est de montrer que je peux transmettre ma connaissance aux jeunes pour faire que ce métier-là ait plus de personnes vraiment
efficace, vraiment de talent, à pouvoir rivaliser avec les humoristes de l'Europe. Parce que moi, mon ambition, ce n'est pas de rivaliser de talent avec les humoristes africains. C'est de rivaliser avec les pays dans lesquels je me suis formé, comme le Canada, la France. Monsieur Akono, aujourd'hui, nous avons la première école francophone d'humoristique, c'est ça? La première école de formation en matière d'humour d'Afrique. D'Afrique. C'est-à-dire que francophone, anglophone, il n'y en a pas. Ah, d'accord. C'est Defunzu Comedy Club, c'est ça? Oui. Le nom? Ouais. Parce que j'ai regardé les félicitations du président... Adama Daïko, oui, mon homologue. Votre homologue ivoirien, Adama Daïko. Alors, monsieur Akono, alors, comme ça, le Gabon deviendra ou est devenu la plateforme de l'humour en Afrique francophone. Mais vous savez, si dans le triptyque de son Excellence Ali Bongo, il parlait du Gabon de service. Ici, avec cette école, l'artiste s'engage déjà à rendre dynamique ce Gabon des services. Parce que c'est un service qui n'existe nulle part ailleurs sur le continent, mais que le Gabon va proposer. Donc nous serons peut-être surpris, ou bien les profanes seront surpris d'ici quelques années de voir les Ivoiriens, les Camerounais, les Sud-Africains venir à Libreville. C'est l'objectif du président. Pour s'inscrire dans la grande université nationale, mais pour s'inscrire à l'école du président Omar. Donc vous voyez en quelque sorte l'impact que cette œuvre monumentale aura et ce que cela va emmener, parce que dans le jeu des puissances, dans la géostratégie des puissances, il y a deux types de puissances. Il y a ce qu'on appelle la hard power, celle qui se manifeste par l'économie, la politique et l'armée, la puissance militaire. Et vous avez l'autre aspect de la puissance qu'on appelle la soft power. C'est celle qui se manifeste par la culture. C'est celle qui se manifeste par le sport, par les arts. Donc, or ici, en Afrique, le président Omar Defunzu vient en fait, en quelque sorte, de placer le Gabon à un niveau plus ou moins élevé dans l'expression de la soft power. Donc, en matière de formation, comme le Parlement du Rire est à Abidjan, mais Libreville devient en quelque sorte l'académie même du métier d'humour. C'est l'académie, le centre de formation. Justement. Mais pour enrichir en ce qu'il disait, allez-y, monsieur le président. C'est que cette école, les humoristes qui vont sortir du Defunzu Comedy Club seront capables de jouer en français et en anglais. Nous sommes en train de travailler aujourd'hui avec certaines institutions diplomatiques pour que les choses se fassent. Mais c'est mon projet à moi, parce que je voudrais aujourd'hui, comme il le disait, faire parler du Gabon autrement que par sa politique, par son pétrole. Et je sais que nous avons le potentiel et les capacités à pouvoir le faire. Et si ça peut passer par l'humour, ce sera tant mieux. Et donc, c'est un projet vraiment ambitieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est plusieurs États qui sollicitent. Il y a un organisme qui gère un peu les États africains ici, qui est rentré en contact avec nous pour pouvoir créer un système de bourses qui seront offerts pour certains jeunes qui sont dans d'autres pays, francophones d'abord pour le départ, pour intégrer cette école. Wow. Donc, c'est un projet qui va hisser le Gabon. L'Afrique doit avoir aujourd'hui sa Star Academy, comme il est en train de dire. Aujourd'hui, on ne va pas seulement se dire que les choses qui se font ailleurs ne sont pas accessibles à nous. Le plus important, c'est d'avoir la maîtrise et la connaissance de ce qu'on fait. Et c'est ce que je me suis évertué à faire pendant 10 ans, à me former, que ce soit à Paris, au Canada ou en Belgique. Mais, M. Omar Defunzu, quelles sont vos relations avec les autres humoristiques du pays? Du pays, après moi, je veux dire ce que moi, j'entretiens avec eux, ce que je pense. Mais maintenant, je ne vais pas pouvoir justifier ce qu'ils pensent de moi. Moi, de toutes les façons, dans ma vision des choses, même si on fait le même travail, il y a une concurrence saine qui doit se dégager. J'entretiens des bonnes relations avec les autres. Maintenant, ce que les autres pensent de moi, je ne sais pas. Mais moi, je me dis aujourd'hui, même si on ne s'entend pas, on doit se retrouver autour d'un idéal commun, celui de valoriser, de revaloriser l'humour, de le professionnaliser. Et c'est pourquoi, pour ceux qui ont suivi certains éléments, j'ai fait venir Serge Abessolo et Dibakou. Serge Abessolo, parce que c'est un doyen, c'est un grand frère
qui nous a aussi inspiré, Dibakou, parce que c'est avec lui qu'on a été révélé au grand jour, bien qu'on n'ait pas commencé ensemble. La question allez-y, allez-y. Oui, donc j'ai tenu à ce qu'il soit là pour montrer cette image de solidarité entre nous. On n'évolue pas ensemble aujourd'hui sur la même scène, chacun a son réseau de spectacles, mais lorsqu'on peut se retrouver dans un projet comme celui-là, qui définit l'avenir de l'humour au Gabon, il y a des personnes qui doivent être appelées. Je n'ai pas pu avoir Marocco à temps, je n'ai pas pu avoir War à temps, mais vous allez voir qu'à l'inauguration même du bâtiment, qui va abriter l'école du Defunzu Comedy Club, il y aura toute cette figure emblématique de l'humour. Monsieur Akonou, nous constatons qu'au Gabon, les gens commencent, c'est d'abord un duo ou un groupe, mais après, il y a des scissions. Alors, quel est le regard que vous faites de cette situation? Bon, c'est quand même assez... Bon, l'humain, il est complexe déjà dans la nature, dans sa nature. Et c'est le fait de l'homme. Lorsque nous vivons en société, il y a des égos. Nous n'avons peut-être pas la même vision et nous n'avons pas les mêmes moyens. Donc, à un moment donné, on a peut-être parfois du mal à accepter que l'autre prospère mieux que moi. Ou bien nous sommes peut-être frappés par une certaine dose d'impatience. Ce qui fait aujourd'hui, parce que ce qui est arrivé peut-être dans le monde de l'humour, on l'a connu également dans le monde du rap gabonais ou des groupes. Dans tous les domaines. Aujourd'hui, qui ont quasiment existé. Le groupe AE, on n'en parle plus. Le groupe Raboun, on n'en parle plus. Le seul groupe aujourd'hui qui tient la route, avec la solidarité de tous ses membres fondateurs, c'est peut-être le groupe Mauvaise Haleine. Donc aujourd'hui, dans le monde du spectacle gabonais, il y a souvent ces égos et les ambitions personnelles qui dominent sur en fait, la vie du groupe, l'ambition du groupe. Je pense que c'est un peu l'avis que je peux donner sur cette scission qui a souvent animé les mouvements artistiques au Gabon. Maintenant, pour ce qui me concerne, moi je ne sais pas les raisons qui ont amené d'autres formations artistiques à se séparer. Personnellement, pour moi, ça a été un problème d'incompatibilité d'humeur. Mais moi, aujourd'hui, je suis rentré, ma philosophie est que si on ne me comprend pas, la meilleure façon de dire, c'est de faire. Donc, si je dis quelque chose qu'on ne se comprend pas, je vais automatiquement, systématiquement faire la chose pour te montrer ce que je voulais faire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis en train de montrer ce que je voulais faire et qui n'a pas été compris. Mais monsieur le président Omar Defunzu, nous constatons que vous êtes un homme à multiples casquettes. Vous êtes humoriste, vous êtes chanteur, réalisateur, producteur. Et vous êtes le directeur du festival international de l'humour africain, le FIA. Oui. Ouais. Alors, quelle est la marque de Funzu? Parce qu'il est difficile aujourd'hui Quelle est la marque de Funzu? Ouais, mais c'est ce pluralisme-là, c'est cette multitude de cordes à mon arc qui fait des Funzu. Et moi, il y a des gens qui disent on ne peut pas tout faire à la fois. Ok, on ne peut pas tout faire à la fois lorsqu'on ne connaît pas. Moi, aujourd'hui, je peux consacrer du temps à faire un film parce que je me suis formé en scénarisation, en montage vidéo, en cadrage. Aujourd'hui, je viens de terminer une formation en direction photo. Donc, pourquoi je fais autant de formations? Je me dis, un leader, un porteur de projet doit maîtriser tous les secteurs d'activité qui tournent autour de son activité principale. Parce que si vous ne maîtrisez rien de la lumière, quelqu'un peut venir fausser votre projet parce qu'il aura mis un effet de lumière qui ne correspond pas au message que vous aurez voulu véhiculer. Quelqu'un va vous écrire un scénario et puis ça ne respecte pas la structure dramatique du film. Quelqu'un va venir vous faire un cadrage et puis ça ne respecte pas les règles de cadrage. Quelqu'un va venir vous faire un montage et puis ça va manquer de rythme, tout ça, etc. C'est pourquoi moi j'ai tenu, avant de réaliser mes projets, de me former d'abord dans tous ces secteurs-là pour faire en sorte que lorsque je parle à un technicien, je lui parle avec son jargon et lui il sait que on se comprend. Et même dans le digital, lorsque je discute avec mon équipe, on se comprend parce que moi-même aussi j'ai cette formation. Avec mon responsable de marketing, on se comprend parce que moi-même, pour dégager une politique de mon entreprise, il faut que j'ai une vision de ce que je veux faire. Mais, monsieur le Président, qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui le Festival international? Aujourd'hui, pour moi, je me suis dit, il faut éviter la routine. Il faut éviter la routine, il y a déjà une multitude de festivals ici. Et puis quand on regarde, c'est la même chose, c'est le même procédé. Déjà, ça a été difficile pour moi de mettre en place ce festival. C'est un festival que je finançais à fonds propres. Je sacrifiais 15 millions de mes économies chaque année pour pouvoir le réaliser parce que beaucoup
ne suivaient pas, ne comprenaient pas ma vision. Après, je les comprends aussi. Il y a des entreprises qui ont donné de l'argent à certains projets, mais qui n'ont pas vu le jour. Et aujourd'hui, je suis passé à autre chose. Le festival, je ne l'ai pas mis de côté, mais je le mets en veille. Aujourd'hui, je vais apporter des projets novateurs qui vont être connus par tout le monde d'ici peu. Donc, je me laisse, il y a déjà le Marrakech du Rire, il y a le festival Le Firo, il y a l'Autoseka, il y a Tuceo, il y a Rirogra, il y a plein de festivals aujourd'hui. Moi, j'aime pouvoir me démarquer. Je viens avec un concept novateur, pas l'école. Même déjà en lui-même, l'école, il est novateur parce que ça n'existe pas encore en Afrique. Donc, je n'ai pas oublié le festival. Ça n'existait pas, mais maintenant que ça existe au Gabon, sous la bannière du président Omar de Funzo. Voilà. Donc, il y a des projets comme ça, mais le festival, on est en train de voir comment le mettre, le remodeler, faire une mise à jour, parce qu'il faut comprendre qu'avec la Covid, l'après-Covid doit on va dire, s'entreprendre autrement. Monsieur Akono, alors aujourd'hui, nous voyons que Monsieur le Président a toujours ce chapelet de projets. Dieu merci que petit à petit, il est en train de les réaliser. Alors, vous qui êtes observateur, comment est-ce que vous voyez les métiers de l'humour dans le futur de notre si beau pays? Bon, comme je l'ai dit, il n'y a pas que le pétrole, il n'y a pas que le coton pour que l'Africain prospère. Ce sont des métiers dits d'avenir. Nous sommes inscrits dans un concept de développement durable. Et c'est un secteur, c'est une industrie ailleurs. Donc aujourd'hui, les métiers de l'humour peuvent apporter cette plus-value. Jusqu'à présent, je pense que c'est de l'informel. On se débrouille, on n'a pas de sécurité sociale, on ne paye pas d'impôts. Alors que ce sont des revenus qui échappent à l'État, qui échappent au trésor public. Donc aujourd'hui, moi je me dis, avec l'école, parce que là, c'est d'abord ça le début. Il y a une académie qui est là, on sortira de là avec des diplômes. Donc, dès cet instant, on a déjà une vision différente de l'humouriste qui a émergé dans la rue. Donc, ce sont des métiers d'avenir. Comme il a si bien dit, il y a des États qui veulent déjà envoyer leurs candidats. Donc, les autres regardent, les autres observent. Mais je pense aussi que le jeune Gabonais a compris, parce qu'on a aujourd'hui une pléthore de jeunes artistes dans nos établissements scolaires, dans nos quartiers, qui veulent également se lancer dans l'humour. Donc, c'est un métier d'avenir. Moi, aujourd'hui, si mon fils me dit « Papa, moi, je vais devenir humoriste », je ne réagirai pas comme nos papas dans les années 90, ce qui, je pense, c'est par une gifle qu'ils vous répondraient. Parce que pour eux, que moi-même j'ai reçu en permanence. Humoriste n'est pas un métier. On doit être cadre d'administration, médecin, etc. Mais tu vas aller faire aux gens, ça, c'est pas un métier. Donc aujourd'hui, nous devons également redéfinir le concept de métier. Le métier, c'est cette activité-là qui te permet de vivre décemment et ou de supporter les charges au quotidien. Donc si ce n'est pas l'humour, c'est un métier, on doit accompagner la personne qui exerce là-dessus. Justement. Monsieur le Président, votre école aujourd'hui compte combien d'élèves? Là, aujourd'hui, à la porte, il y a 24 qui sont en train de cogner. On retiendra 12 qui vont constituer la première cuvée. Mais l'école ne sera pas que pour les élèves qui ont passé les auditions. Avec le nombre de personnes qui réclament aujourd'hui, qui n'avaient pas vu l'annonce des inscriptions à temps, beaucoup s'intéressent à intégrer l'école. Et comment faire alors? On va faire une option comme à l'école nationale des arts et manufactures. Il y aura des auditeurs libres, mais pour eux, ça va être payant. Ça va être gratuit pour toutes les cuvées qui vont passer les auditions d'entrée. Sauf que ceux qui voudront, pour leur propre plaisir ou pour entreprendre une carrière, l'école aussi est un accélérateur de carrière pour les humoristes qui sont déjà confirmés et qui veulent venir peaufiner leur texte à l'école. L'école est ouverte, mais ils vont devoir payer parce que c'est d'abord une activité qui doit générer des revenus. Et donc, après, l'école aussi a un volet social et sur lequel je m'appuie. C'est des pilotes que j'ai déjà fait à Ouagadougou.
La dernière fois, j'ai fait une vidéo quand je disais que j'étais en prison. Mais en fait, je suis allé former des mineurs en prison pour leur permettre de facilement réinsérer la société. Et depuis 4 ans qu'on monte ce projet, la majorité des humoristes sont connus depuis la prison. Et lorsqu'ils ressortent, ils sont facilement acceptés par leur famille. Ils n'ont plus le rejet de la société parce qu'on les voit sur les écrans, on les voit sur les pages Facebook. Et c'est ça aussi que je vais intégrer dans l'école. Donc, je suis en discussion avec les autorités pour voir comment, selon les cas de certains prisonniers, les former pour... Les jeunes surtout. Les jeunes surtout d'abord, parce que c'est eux l'avenir, pour les aider à réinsérer la société. Je veux aussi travailler avec les orphelinats. Il ne faut pas que les orphelins pensent que la famille, c'est seulement celle du sang qui nous a vu naître, mais la famille, c'est d'abord son métier qui va le nourrir demain. C'est de montrer qu'en tant qu'orphelin, il n'est pas un oublié de la société, il peut servir aussi. Bien au contraire, il peut bien rigoler de son histoire. Il y a une fondation qui m'a contacté pour accompagner les personnes souffrant de cancer. Et puis moi, je leur ai dit, ça ne sert à rien que moi, je vienne leur faire des sketchs. Je peux les former à écrire eux-mêmes des sketchs et pouvoir rigoler de leur maladie. Ça va les aider aussi parce que l'humour aussi a un côté thérapeutique, comme le disait si bien le consultant. Mais, Monsieur le Président, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on peut avoir votre image pour participer à un campus rural? Donc, les universités d'été, nous nous déplaçons dans un village, aller former les jeunes aussi qui sont dans les villages. Est-ce que ce serait possible dans l'avenir? Ce sera possible. J'ai déjà prévu une fondation qui va s'occuper de ça. Et donc, je serai aidé par mes élèves. On va se déployer sur tout le pays. L'objectif, c'est de créer une véritable invasion humoristique qui fera en sorte que, voilà, qu'on fasse comme... Moi, je m'inspire de l'industrie du football, par exemple. Comment le football fait pour prospérer? Chaque année, ils vont vous révéler de nouveaux talents. Chaque année, ils vont vous montrer que ces gars-là, ils valent 200 millions, 200 milliards, tout ça là, etc. Mais c'est ça là qui intéresse aujourd'hui, qui suscite des vocations. Quand je vois un jeune comme Mbappé, je pourrais être son père. Mbappé a 20 ans. Moi, mon premier fils, il a 20 ans. Donc, quand je vois que Mbappé, aujourd'hui, par son statut, on n'a pas la même importance sur le plan social. Mais je me dis, voici un modèle d'industrie dans lequel moi je vais mener l'humour. C'est de créer une véritable industrie de l'humour. C'est-à-dire que quand on parle de l'humour, des humoristes qui vont, comme on a entendu, par exemple le débat qui a défrayé la chronique sur les 30 millions qu'avait reçu Fally Ipupa. Il faudrait qu'on entende aussi que les humoristes gabonais ont été payés à ce niveau-là, à ce montant. Et c'est à partir de là, lorsqu'on va voir un humoriste réaliser des édifices, qu'on va se dire, voici des gens, voici un métier. Et ça va susciter encore davantage de vocations. Monsieur Akono, nous sommes arrivés au terme de notre mission. Quel est votre mot de la fin, monsieur? Bon, ce fut un plaisir de partager ce plateau avec son Excellence, le président Omar Defunzo, et de mieux comprendre sa vision. Et inviter les autorités, inviter le peuple gabonais, comme il l'a déjà fait par le passé, de soutenir réellement cette entreprise. C'est une entreprise qui mérite d'être suivie et de ne pas avoir peur d'envoyer les enfants aller se former, même en auditeur libre aux heures perdues, pour avoir ce plus-là. Monsieur le Président, avant votre mot de la fin, est-ce que l'émission Le Politiste peut être partenaire de votre école ou votre vision? Mais bien évidemment, on pense qu'aujourd'hui, le relais de l'information passe aussi par cette émission. Et si j'ai accepté l'invitation, c'est parce que je sais que à travers ce plateau qui est suivi, que moi-même je regarde souvent, il y a des personnes, peut-être que moi je n'arrive pas à toucher par mon canal à moi. Moi aujourd'hui, j'envisage une communication multidirectionnelle. C'est-à-dire que quels que soient les supports, je dois être présent à tous les niveaux pour vendre, véhiculer le message de l'humour. Donc quel est votre mot de la fin alors? Mon mot de la fin, c'est de dire, je vais m'adresser aux autorités. Il y a certaines autorités chez qui j'ai déjà frappé à la porte. J'ai commencé par la tutelle, donc mon ministre de la Culture. Il faudrait qu'il soit là à l'inauguration de ce bâtiment-là pour pouvoir rentrer dans l'histoire. Il ne faut pas penser que c'est de la rigolade, ce que je suis en train de faire. Comme beaucoup le disent, bon, on nous traite de rigolo dans un cadre péjoratif, mais aujourd'hui, je viendrai cogner à toutes vos portes. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre encouragement, j'ai besoin de votre accompagnement. Je me suis battu durant 25 années de ma carrière à pouvoir m'imposer par mes moyens propres. Aujourd'hui, ce que je fais, ne voyez pas Defunzo.
voyez la génération future qui arrive. Même si vous détestez le visage de Defunzo, pensez à ces futurs humoristes qui vont mieux faire parler du pays que moi. Je m'adresse aussi aux entreprises. Tout le monde sait que je suis l'ambassadeur d'une structure ici, mais j'irai aussi voir également les autres entreprises qui font dans les mêmes services que celle avec laquelle je suis signé partenaire, ambassadeur. C'est pour vous dire aussi que quand je viendrai chez vous, je ne viendrai pas en tant que Defunzo, je viendrai en tant que Defunzo Comedy Club, ce qui est différent de Defunzo la personne. Defunzo, c'est moi l'artiste. Defunzo Comedy Club, c'est l'école qui va faire que le Gabon retrouve ou bien trouve la place qu'elle mérite depuis longtemps. Merci, Monsieur le Président. Il est difficile toujours de clôturer, de prendre la parole après le président des humoristes gabonais. Mesdames et messieurs, vous avez écouté le message lancé par notre invité, Omar Defunzo Ongengue, président des humoristes gabonais et fondateur de la première école humoristique en Afrique francophone appelée Defunzo Comedy Club. C'est avec cette conclusion de notre invité que je vous souhaite un excellent week-end et bon début de semaine. Nous vous laissons avec les programmes de notre chaîne préférée Nour TV. Merci de nous avoir regardés aussi fidèlement pour tous ceux qui sont là. Sachez que votre consultant Gaël Miyindou sera de retour dans quelques semaines, Inch'Allah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça a été بالله وملائكته وكتبه